Être un marketeur B2B, c'est être constamment balancé entre les sujets stratégiques et la to-do list opérationnelle qui s'allonge, sans compter les relations avec les sales et le CEO. Mais tu n'as pas à être seul. Entre et installe-toi, bienvenue au Café du Market. Je suis Axel Kaetka, ex-responsable marketing et solopreneur, créateur du Café du Market, la communauté francophone réservée aux marketeurs B2B. Avec ce podcast, j'ai créé le contenu que j'aurais aimé écouter pour progresser encore plus vite quand j'ai pris mes premières responsabilités. On y débriefe les méthodes de base comme les dernières tendances marketing en compagnie des meilleurs experts du sujet. Et si tu veux aller encore plus loin, tu peux aussi t'abonner à la newsletter ou rejoindre directement la communauté pour échanger avec des pairs et donner un coup d'accélérateur à ta carrière. Et maintenant, détends-toi, prends ta boisson préférée et si tu entends des discussions intéressantes, sers-toi, c'est offert par la maison. Pour ce podcast, j'ai l'honneur d'être soutenu par ma solution de marketing automation préférée, c'est Pledzi. Si je t'en parle, c'est parce que je l'ai utilisé à titre pro et que j'en ai été pleinement satisfait. On le sait, quand on fait du marketing automation, ce qui est compliqué, c'est d'entretenir constamment des workflows de nurturing et de les mettre à jour avec de nouveaux contenus. Là où Pledzi est très fort, c'est qu'ils ont développé une campagne intelligente qui est capable de pousser automatiquement le bon contenu au bon moment à la bonne personne, en fonction de ses centres d'intérêt et du stade de maturité du lead. Ce qui ne gâche rien, c'est qu'ils ont une équipe au top, avec un service CSM dédié qui est là pour t'aider à mener à bien ton projet. Mais assez parlé, passons à l'épisode. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue au Café du Market. Le site internet, il est un peu au cœur de toutes les stratégies de marketing digital parce que c'est une vitrine pour l'entreprise, qu'il représente l'entreprise, les produits, mais c'est aussi la principale porte d'entrée vers le business pour générer, on va dire, des démos et des rendez-vous. Pour voir justement aujourd'hui comment est-ce qu'on construit un site web qui convertit, je suis avec Cécile Hervouet-Gesson, qui est Website Growth Manager chez Spendesk. Bonjour Cécile. Bonjour Axel. C'est un plaisir de t'avoir sur le podcast parce que Spendesk, j'allais dire, moi ça fait très longtemps que je vous suis que je regarde ce que vous faites. J'avais eu Juliette Hervé, ce premier épisode du podcast sur la partie inbound marketing, donc ça remonte un petit peu. Donc c'est très cool de t'avoir sur le podcast. Super, plaisir partagé. Écoute, merci de me recevoir. Est-ce que tu peux peut-être te présenter en quelques mots, s'il te plaît ? Oui, tout à fait. Alors, donc, je suis Cécile Hervouet-Gesson, j'habite à Londres depuis maintenant 9 ans et j'ai toujours travaillé à Londres pour des entreprises de la French Tech. Et donc, l'entreprise actuelle, comme tu sais, ne fait pas exception. Donc, je suis chez Spendesk, Website Growth Manager depuis un peu plus d'1 an et demi. Et donc, Website Growth Manager, ça implique le management d'une équipe de 3 personnes. Et donc, dans ces 3 personnes, il y a 2 Growth Engineers qui sont en fait des développeurs, et un brand designer dédié au site web. Et donc nous, notre rôle, c'est vraiment de s'occuper de tous les projets liés au site web, que ce soit de la création de pages, de nouvelles sections. Tout récemment, on a refait complètement le site web, donc ça, c'était notre gros projet de l'année. Voilà, donc moi, mon rôle vraiment, c'est de s'occuper de gérer la roadmap en fait du site, de prioriser les projets entre eux, de recevoir les demandes. Et il y a toute une partie dont on va pas mal parler aujourd'hui, conversion rate optimization, qui consiste en fait à travailler sur des expérimentations, des tests pour aller optimiser le taux de conversion du site web. Parce que pour un site B2B comme celui de Spendesk, c'est ça la clé, c'est de générer toujours plus de leads, toujours plus de pipeline. Ok, super. Justement, tu l'as dit, aujourd'hui, on va parler donc site internet et CRO, donc optimisation du taux de conversion. Juste avant qu'on rentre vraiment dans le cœur du sujet, c'est vrai qu'on voit plusieurs choses sur le site internet. Parfois, c'est le marketing qui est responsable du sujet. Parfois, c'est la tech et les équipes de dev. Tu vois, j'avais eu Antoine Goret de Crisp sur le podcast à un moment qui lui me disait que forcément, comme ils étaient éditeurs de logiciels, c'était un peu la vitrine de leurs compétences techniques, tu vois, le site internet, et que du coup, ils mettaient un point du cœur vraiment à le développer en interne et à ce que ce soit tout développé. Alors après, ça va dépendre un petit peu comment sont constituées les équipes, mais c'est vrai que ça peut créer des complications parfois au niveau marketing quand tu veux avoir la main ou mener des expérimentations rapides. Pour toi, qui doit être propriétaire de ce sujet et pourquoi ? Alors, c'est une question très intéressante. Je pense que déjà, pour bien répondre à la question, il faut avoir en tête que le site web a plusieurs missions, plusieurs chapeaux. En tout cas, chez Spendesk, et je pense en général pour les sites de B2B SaaS. Le premier, c'est générer du coup de la croissance ou du growth, et donc générer des leads et toujours augmenter cette génération de leads avec ce dont je parlais avant, les optimisations UX, design, création d'outils, etc.
La deuxième, effectivement, c'est être la vitrine principale de la marque. Donc, ça veut dire proposer une expérience utilisateur qui est vraiment spécifique à notre marque, à Spendesk, qui est différenciante, qui est très fluide. Et donc, il y a tout un côté branding très important sur le site web. Après, il y a aussi la maintenance technique. Ça paraît un peu évident, mais en fait, un site web, ça court entre guillemets. Enfin, ça existe en permanence. Ça doit être disponible H24, 7 jours sur 7. Et donc, il y a toute une maintenance technique derrière pour garantir ce bon fonctionnement permanent, tout en gardant évidemment des performances optimales. Donc, des performances, ça veut dire que les pages se chargent très vite, que les utilisateurs ne voient pas de petites, je sais pas, de petites pop-up blanches apparaître ou de choses qui dérangent leur navigation. Et après, il y a peut-être une dernière casquette qui est donc en fait d'aider les équipes au global chez Spendesk qui veulent utiliser le site web pour faire passer des messages importants, notamment les équipes marketing qui utilisent énormément le site web pour tout ce qui est landing page, événements, campagnes diverses, création de contenu, etc. Et donc nous, on les aide à atteindre leurs objectifs marketing. Donc il y a aussi un peu un côté service, on va dire, en interne. Donc ça, c'est les différentes missions. Et pour revenir à la question d'origine, pour moi, en fait, peu importe si le site est côté produit ou marketing, je pense s'il y a une chose à retenir, c'est que les profils qui composent une équipe web, comme en tout cas celle qu'on a chez Spendesk, c'est toujours des profils très spécifiques parce qu'ils sont à la fois techniques et à la fois business. Tout à l'heure, je disais qu'on avait des growth engineers dans l'équipe qui sont des développeurs. C'est pas, je reviens à ce que je dis, c'est pas juste des développeurs, c'est des développeurs qui ont vraiment un mindset, une orientation, on va dire, d'esprit très business. Et ça change tout. Parce que du coup, quand il s'agit de mettre en place des choses techniquement, ils se posent des questions justement de taux de conversion qui sont hyper importantes. Et donc, tout ça pour dire que la place du site web, parce que les profils sont très spécifiques, n'est jamais complètement évidente à trouver. On est toujours un petit peu entre la tech et le business. Et donc, pour venir au cas de Spendesk, en fait, le site web aujourd'hui, il est plus, il répond complètement à des objectifs marketing, de génération de pipeline et de génération de leads. Du coup, il répond en fait à la Chief Marketing Officer ou au Head of Marketing. Je pense personnellement que c'est la place qu'il devrait avoir parce que l'objectif final, enfin la North Star, c'est ça, c'est le business. Après, peut-être que dans d'autres business, peut-être que pour d'autres entreprises, ce serait pas ça la meilleure organisation. Mais en tout cas, chez Spendesk, moi, je pense que c'est la bonne façon de faire. Ouais, donc ouais, tu disais, donc toi tu es dans l'équipe marketing. Oui, C'est ça qui tout est à fait. intéressant, c'est qu'au final, moi j'aime beaucoup la façon dont vous êtes organisé, parce que bon, c'est un petit peu l'idéal de l'extérieur, en tout cas tu me diras comment tu le vois, mais c'est vrai que du coup t'as les compétences techniques, t'es au sein de l'équipe market, donc au final vous êtes très autonome sur les développements du site internet, parce que tu vois, moi je l'ai vécu par exemple chez un client qui avait fait développer un site en externe, qui était dev, parce qu'ils avaient des aspects design à pousser. Mais par contre, en fait, une fois que c'était fini, ils n'avaient pas les compétences en interne pour modifier. Et en termes de marketing, quand on a voulu mettre des choses en place, c'était super limitant. Même si on n'avait pas du tout la main sur le site internet pour aller modifier la home, mais n'importe quoi en fait. Ouais, Donc c'est quand classique. même assez bloquant. Et c'est pour ça que je trouve ça, en tout cas, toi, la composition de ton équipe, au final, et le positionnement que vous avez dans l'entreprise, qui est vachement intéressant, quoi. Oui, oui, ben alors, en fait, nous, on aime bien dire qu'on est organisé en squad, ce qui est un peu un gros mot pour dire, en fait, juste équipe cross-fonctionnelle avec des gens qui ont des backgrounds justement très différents et qui aussi ont des managers différents. Mhm. Donc moi, je manage l'équipe d'un point de vue projet, roadmap, au quotidien, comment est-ce qu'on organise nos sprints, et cetera. Mais après, il y a des managers plus RH qui Ok, s'occupent en fait de gérer, oui, en termes RH, les développeurs et le designer de l'équipe. Donc, d'un point de vue RH, les ingénieurs, ils reportent à un ingénieur manager qui se trouve dans l'équipe produit, donc l'équipe tech. d'accord. Et le designer, lui, il reporte à notre Head of Brand Design, qui donc fait partie de l'équipe marketing. Donc avec lui, c'est plus évident parce que de toute façon, il fait aussi partie de facto des équipes Marketing. marketing dans les routines, etc. Euh,
Alors, comment ça se passe au quotidien? En fait, toute l'équipe, la Web Squad, est considérée comme une équipe de l'équipe marketing. Et donc, nos développeurs participent aussi à toutes les routines marketing, les kick-offs du lundi, les gros meetings mensuels où on fait un peu des rétrospectives. Ils viennent à toutes ces routines-là. Mais comme ce sont des ingénieurs et des profils techniques, ils ont aussi des rendez-vous avec l'équipe produit et l'équipe technique de façon hebdomadaire et bien sûr avec leur manager. Et moi, je collabore énormément avec leur manager. Donc toutes les semaines, on a des points pour parler des projets du moment, de comment va l'équipe, etc. Et leur manager vient à nos rétrospectives de sprint. Donc c'est en fin de semaine, toutes les 2 semaines. Ok, très cool, c'est vachement intéressant c'est cette espèce de double management au final que tu peux avoir, mais comme tu l'as Ouais, dit, pour le coup, tu es dans une équipe qui a besoin de exactement. ces différents profils de compétences, donc c'est bien identifié que ça appartient à cette équipe et Voilà. que l'objectif effectivement il est market, mais du coup tu as réussi à réunir des profils quand même aux compétences variées quoi. Ouais, et je te confirme, tout à l'heure, tu disais un truc qui est très juste, c'est que c'est l'idéal, ce format d'équipe pour s'occuper d'un site web, pour avoir vu d'autres fonctionnements avant. Ces fonctionnements en squad, c'est vraiment l'idéal, sous réserve que voilà, les managers communiquent bien et qu'on soit tous d'accord sur le D'accord, c'est très principe simple. qui est vous êtes dans l'équipe marketing, quoi. Très cool, bah justement tu le dis, alors du coup pour s'occuper d'un site web, donc venons-en au fait, une partie de tes missions du coup c'est l'optimisation du taux de conversion du site. Donc c'est le CRO, sinon on utilise les acronymes anglophones comme on aime bien le faire en marketing, Ouais. malheur à nous. Est-ce que tu peux déjà m'expliquer comment est-ce que tu fais en fait toi pour organiser tes expérimentations, quelles sont les choses que tu vas tester, bref, comment est-ce qu'on s'y prend, ça consiste en quoi d'optimiser un site internet? Ouais. Alors, là aussi pour revenir un petit peu, en arrière sur cette question, quand on parle de CRO ou de growth, hein, donc CRO, donc Conversion Rate Optimization, ou de growth, j'ai l'impression, en tout cas quand j'en discute avec des pairs, que c'est vraiment, les gens se font tout de suite l'idée qu'on va faire des A/B tests partout, tout le temps, etc. Ouais. Alors, on fait des A/B tests, mais parfois, on fait pas des A/B tests parce que c'est juste pas le bon type de test pour ce qu'on a envie de changer sur le site web. Je m'explique. En fait, parfois, on est convaincu que une optimisation, n'importe quoi, rajouter un bouton sur une page, bah, c'est sûr que ça va proposer une meilleure expérience d'un point de vue conversion, parce qu'avant, il n'y avait pas l'opportunité de cliquer sur un bouton. Maintenant, il y a l'opportunité. Donc, a priori, oui, ça va cliquer plus. Donc, en fait, parfois, il y a juste des choses qui sont un petit peu, enfin, qui sont très intuitives, qui sont pas forcément basées sur de la data, mais qui sont faciles à mettre en place et sur lesquels on n'a pas besoin d'aller mettre en place, d'aller chercher 2 groupes d'audience ISO, parce que l'A/B test c'est quand même, enfin c'est assez compliqué à mettre en place, c'est Mhm. chronophage, ça demande un volume de trafic minimum Important, ouais. important, donc on n'est pas toujours en mesure de faire des A/B tests. Donc juste pour replacer ça, en fait, les expérimentations, c'est à la fois voilà, des optimisations comme ça quand on sent qu'il y a une opportunité sur une page qui convertit déjà et qu'en fait on voit on pourrait l'améliorer facilement. Il y a tout ce qui est aussi test, mais test du type, par exemple, créer un typeform pour aller faire un peu des petites enquêtes auprès de nos utilisateurs. Ça, c'est pas des A/B tests, mais ça rapporte plein d'insights qualitatifs tout aussi intéressants. Donc c'est des choses qu'on aime bien mettre en place aussi. Euh, voilà. Je me suis un peu égarée, mais je pense que c'était important de Ouais. remettre ces choses-là dans leur contexte. Et donc nous, comment on fait pour optimiser le site web? Alors déjà, on travaille de façon vraiment rapprochée avec l'ensemble de l'équipe marketing. Donc chez Spendesk, on travaille beaucoup avec l'équipe Demand Generation, Ok. dont en fait l'objectif c'est vraiment d'aller aussi générer des leads, et l'équipe content notamment qui s'occupe de toute la création de contenu, du blog notamment, et de toutes les grosses les e-books, enfin voilà tous les gros contenus qui font de la lead generation aussi, Mhm. mais qui génèrent des leads un petit peu moins chauds. Donc qui derrière vont être nourris avec des programmes de nurturing, etc. Donc on travaille énormément avec ces 2 équipes-là, et aussi avec les équipes sales.
on va beaucoup on essaye de les rencontrer vraiment régulièrement pour avoir des feedbacks terrain sur comment se passent les calls, quand vous êtes en call, vous allez sur quelle page du site, quels sont les points un peu importants du site qui vous aident dans les conversations sales. Et ça, c'est vraiment intéressant parce que ça aide justement à aller savoir quelles vont être les prochaines bonnes expérimentations ou les prochains bons tests qu'on va faire. Et in fine, l'expérimentation, ça sert à améliorer le taux de conversion, mais sur tout le funnel et pas Mhm. que sur le haut du funnel, qui en fait est le site web. Parce que si on considère juste le taux de conversion du site web, en fait, c'est uniquement le fait de soumettre ces données pour aller réserver une démo. Enfin, en tout cas, dans le cas de Spendesk. Or, la démo, c'est loin d'être. C'est que le début du parcours du lead dans Mhm. le funnel. Après, il y a toute la conversation, devenir MQL, rentrer dans le processus sales, faire un premier call, avoir la démo, etc. Et en fait, ce qui est intéressant dans l'expérimentation, c'est de pouvoir faire levier sur le taux de conversion sur l'ensemble du funnel, donc jusqu'au closing. Ça, c'est l'idéal, Mhm. mais même aussi sur les opportunités, etc. Donc, c'est pour ça qu'on essaye vraiment de bien travailler avec les sales pour avoir un impact global, en fait, sur le funnel. Il y a un autre point, je pense, important sur comment on travaille avec les données, parce que on a une foultitude d'outils Ouais. qui sont tous, vraiment, qui sont géniaux, qui nous permettent justement d'avoir des insights ou de faire des tests, etc. Qui nous donnent plein de données, mais ça arrive quand même assez fréquemment que les données disent des choses, mais n'expliquent pas tout. Ça, c'est ma Ouais. manager qui dit ça très bien. En fait, dans ces cas-là, ce qu'il faut, c'est aller chercher plutôt du qualitatif justement, donc du retour du feedback des sales, ou alors du qualitatif auprès directement des utilisateurs, donc faire des interviews utilisateurs. Nous, on utilise un outil qui est très bien de user testing, où en fait, on a un pool, on a accès à un pool d'audience qui correspond à notre persona de finance, qui peut aller regarder des prochaines, des nouveaux designs qu'on voudrait sortir et qui nous fait des feedbacks là-dessus. Ok. Ça peut être pas mal aussi en amont d'un test. Donc on fait beaucoup ça. Et sinon, donc le point de départ aussi classique pour aller faire de l'expérimentation, c'est juste l'analyse des données du site web. Et nous, on a différents outils pour ça, mais on utilise énormément Amplitude Analytics, qui à la Ouais. base est un outil de Product Analytics, mais sur le site web de Spendesk, ça fonctionne très bien. Donc, on utilise beaucoup ça. On utilise évidemment un peu GA4, même Ouais. si j'avoue ne pas être une grande fan de la dernière de GA4 versus Ouais. Universal Analytics, mais c'est un autre débat. On utilise aussi Microsoft Clarity, qui est en fait Clarity, ouais. comme un Hotjar qui enregistre des sessions utilisateurs. Très intéressant aussi. Ouais, c'est ça te fait des vidéos de ce qui se passe clairement sur l'écran Ouais. où les gens cliquent et tout, ouais. À chaque Exactement, et c'est session, là ouais. où on voit ce qu'ils appellent les rage clicks, donc les gens qui cliquent 14 fois sur un truc parce que il y a une Ça les friction, énerve, il y a ça un marche truc qui les pas. énerve. Ouais. Exactement, donc ça peut être, ou alors juste qu'ils sautent, qu'ils voient pas une étape. Mm. On peut aussi comprendre comme ça qu'il y a une friction sur le parcours. Donc voilà un petit peu, c'était un petit peu décousu, mais il y a à la fois le fait de travailler vraiment cross-équipe, d'utiliser pas mal d'outils, de se baser sur la data, mais pas que. Parfois, les intuitions sont aussi très bonnes. Voilà. Ouais, c'est un mix en fait de donc t'as ce que te donnent les outils donc t'as cité ouais, t'as parlé d'amplitude évidemment Google Analytics Clarity qui est un équivalent de Hotjar de chez Microsoft. Ouais. Très cool. Donc ça c'est les données un petit peu factuelles, on va dire que Ouais. tu vas avoir et puis après c'est effectivement identifier quelles sont les pages un peu centrales de ton site, soit avec les équipes de Mangen parce qu'elles ont des tests qu'elles veulent faire ou des campagnes ou content Mm. ou alors avec les sales pour voir un peu à qu'est-ce qu'ils montrent quand Ouais. et toi du coup à partir de là tu vas essayer de voir qu'est-ce que tu pourrais essayer d'améliorer pour qu'ils atteignent leurs objectifs avec ces pages un peu clés quoi. Euh, Exactement. Ouais. du coup, je suis curieux. Est-ce que tu as deux, trois exemples un peu marquants, des réussites, des échecs c'est quoi le type d'expérience que tu mènes? Parce qu'en même temps, c'est vrai qu'il y a, on rigole un petit peu des fois avec ces optimisations. Où on dit ah bah tiens le bouton là, tu vas le boucher de 3 pixels ou tu fais les coins Ouais. arrondis et puis on va voir, c'est la couleur du bouton qui va tout changer. Ouais. Alors que bon, effectivement, il y a aussi le texte que tu vas mettre sur ta page. Potentiellement, ça peut être super important. Mais en même temps, il y a d'autres trucs beaucoup plus techniques qui vont jouer. C'est quoi si t'as deux trois exemples un petit peu de Mm. type d'expérience un peu marquant Ouais.
Bien sûr, j'ai des exemples. Alors c'est vrai que, nous, on privilégie quand même plutôt les expérimentations qui ont justement, ce que je disais, un impact sur tout le funnel et donc typiquement, l'expérimentation où on va changer la couleur du bouton, a priori, enfin voilà, on se dit pas que c'est là où ça va vraiment, faire bouger la balance. Ouais, Donc on est plutôt, pour te donner des exemples, sur des expérimentations, sur par exemple le formulaire de réservation de démo. ouais, Donc pour donner un exemple de ce qu'on a fait là-dessus, il y avait une hypothèse qui avait été émise que donc avoir un formulaire de réservation de démo un peu du style de Typeform. Alors je ne sais pas si ça parle à tout le monde le Typeform, mais en fait l'idée c'est vraiment d'avoir un formulaire qui soit très découpé, qui soit en plusieurs étapes, qui soit hyper bon alors là je vais faire de l'anglicisme parce que j'ai pas du tout les mots en français, mais très lean, très, enfin très épuré, avec juste ouais, la question, le champ, et avec une petite barre de progression pour voir comment est-ce que, enfin quand est-ce qu'on arrive au bout. Donc l'hypothèse c'est que avoir ce design-là augmente le taux de conversion versus avoir un design très classique du type plusieurs formulaire champs, HubSpot, enfin en iframe sur, enfin embedded sur une landing page. Et en fait, cette hypothèse, elle a été vérifiée. Donc, quand on a lancé l'expérimentation, on l'a lancée sur tous les marchés et ça a vraiment fait décoller le taux de conversion. Donc, le, j'ai plus tous les chiffres en tête, mais je sais que sur certains marchés, on était à plus de 60% d'augmentation de taux de conversion. Donc, c'était vraiment très significatif. ouais, Et donc ça, par exemple, c'est un vrai beau succès dans les expérimentations. C'est pas du tout le cas de toutes les expérimentations, hein. Je dirais que sur toutes les expérimentations qu'on a menées, on en a peut-être 15 à 20% qui sont des succès. Donc ouais. c'est pas du tout la règle générale. Et je pense que ce qui est important aussi, c'est que c'est pas parce que c'est un succès qu'on va l'implémenter tout de suite ou que enfin non, c'est plutôt que c'est pas parce que c'est pas un succès qu'on n'apprend rien. Au contraire, on a toujours Mmh. des insights très intéressants. Mais donc, cet aparté fait, il y a une autre expérimentation qu'on a fait qui pour le coup n'a pas marché sur le formulaire de réservation de démo, c'était le changement d'ordre des champs. Donc, Ouais, c'est-à-dire que normalement, on demandait toujours email, nom, prénom. Enfin, voilà, on commençait par les données personnelles et on a émis l'hypothèse que si on commençait pas par une donnée personnelle, mais plus par une donnée comme quelle est votre entreprise ou combien êtes-vous dans votre entreprise, peut-être qu'on aurait plus de formulaires remplis parce que moins intimidant de partager des données non personnelles. ouais. Effectivement, c'est moins intimidant parce que donc on avait un taux de complétion au début qui a pareil fait fois 40%, enfin ça a vraiment augmenté. Mais en revanche, le taux final de complétion n'a pas augmenté. Donc du coup, ça n'a pas, voilà, Ah, l'hypothèse n'a pas été complètement vérifiée. les gens commençaient à remplir les premiers champs, donc tu Ouais, plus de gens qui débutaient le ouais, remplissage du formulaire, mais à la fin, ils appuyaient pas sur le bouton parce que quand ils arrivaient sur voilà. les données personnelles, ça les bloquait pareil, quoi. Ils étaient pareils bloqués, exactement. OK, intéressant. Mais donc ça, c'était intéressant de comprendre que oui, effectivement, il y a une petite inhibition sur aller communiquer des données personnelles. Mais malheureusement, aujourd'hui, pour réserver une démo, chez Spendesk, c'est obligé de donner on n'a pas encore trouvé le moyen de contourner ça. Ouais. Mais ça, c'était vraiment intéressant d'un point de vue juste comportemental, en fait. Mmh. Une autre expérimentation qu'on a faite, qui était vraiment intéressante, c'est que donc sur le site de Spendesk, on a une démo interactive Mmh. qu'on a mis en place au début de 2024 et dont en fait la conviction profonde qu'on avait quand on l'a mise en place, et on s'est dit on ne met pas de formulaire devant, donc on l'a fait ungated. Ouais. Donc il n'y a pas de blocage. Enfin, vous pouvez tout de suite aller voir le produit de Spendesk depuis notre site. Et si le produit vous a parlé, alors bah, vous allez remplir le formulaire de façon très naturelle. On avait donc ce formulaire de démo qui se trouvait à la fin en se disant les gens vont avoir vu le produit, ils seront du coup forcément, enfin ceux qui remplissent le formulaire sont forcément plus chauds comme Mmh. lead. Et en fait, ça nous donnait des volumes qui étaient tout petits. La Ouais. réalité, c'est que ça, c'est l'idéal d'un point de vue marketing, d'avoir que des leads vraiment très, très intéressés par le produit. Mais la réalité, c'est que malgré, enfin, on a quand même un trafic conséquent hein, sur le site web. On est à 250 000, je crois, utilisateurs tous les mois. Ouais. Donc, on a quand même pas mal de monde. Mais voilà, on avait des tout petits volumes. Et donc, du coup, on a mis un formulaire avant. Et ça, pour le coup, effectivement, ça a fait bah, décoller comment on dit,
Ouais, la génération de leads, formulaire quoi. Ouais. rempli. Mm. Et ça n'a pas forcément impacté tant que ça la qualité. Moi, c'était ma crainte, c'était que bah oui, Ouais. on allait avoir des leads, mais après derrière, les sales allaient nous dire que c'était vraiment pas qualitatif. Et au final, on n'a pas eu tant de retours que ça négatifs sur la qualité de ces leads-là. Donc ça, c'était aussi une expérimentation intéressante. Ouais, c'est intéressant parce que Euh, ce que tu dis, c'est qu'en fait, parce qu'effectivement, l'enjeu de CantonGate du contenu, c'est de dire, bah, au final, ceux qui vont remplir le formulaire sont, effectivement, le volume va diminuer, ouais, certainement, mais normalement, t'es sur du plus qualitatif et potentiellement, tu vas te concentrer, enfin, tu devrais avoir de meilleurs leads, du coup, plus de business et potentiellement, c'est ton taux de closing par rapport au nombre de leads générés qui va être meilleur, quoi. ouais, Ou alors, c'est la vélocité sur la pipeline ou des trucs comme ça, quoi. Et là, ce que tu dis, c'est qu'en fait, vous avez mis le formulaire avant, euh, donc vous avez généré plus de volume, mais au ouais. final, vous n'avez pas eu de perte de qualité par rapport au lead qui était généré, quoi. Pas en tout cas, ouais, pas signalé quoi. Donc Ok. ça, c'était vraiment Donc c'est un impact intéressant. business qui est plutôt fort du coup. C'est un impact business qui était très fort. C'est un Ok. impact business qui était très fort. Même si moi, ça a complètement ruiné mes rêves, enfin, comment dire, mes idéaux marketing où je me disais, ah, mais ils vont pas être qualitatifs, ils vont pas avoir envie qu'on les appelle. Bah, en fait, pas du tout. Donc Non, mais c'est voilà, aussi le principe de l'expérimentation, c'est que des fois, exactement. effectivement, tu te trompes, quoi. Enfin, Exactement. dans l'absolu, moi, c'est ce que j'essaie de dire toujours avant quand on me dit ah mais qu'est-ce que t'en penses et tout. En fait, c'est combien de fois je dis ça C'est en fait, on s'en fiche de ce que j'en pense. Tu vois, à la limite, j'ai mes croyances, mais c'est pas grave. C'est qu'en Ouais, fait, on va tester, on va voir, et puis parce que ce que j'en pense, c'est qu'il y a des bonnes pratiques et tout, mais les bonnes pratiques, ça fonctionne pas tout le temps, quoi. exactement. Selon Donc, ton faut audience. faire et puis on verra. La vérité, elle vient du terrain, quoi. Ouais, c'est ça. Et puis peut-être une dernière expérimentation qu'on a faite il n'y a pas très longtemps, où en fait, donc là, l'idée c'était de changer le wording sur notre bouton principal, notre primary Mhm. CTA, comme on dit dans le jargon, sur le site web, Ouais. où en fait, donc aujourd'hui, le bouton principal dit réserver une démo, et Mhm. là, c'était obtenir un audit gratuit, parce que donc la conviction qu'on avait, enfin l'hypothèse qu'on avait émise, pardon, c'est pas une conviction, c'est que peut-être que les gens qui connaissent pas bien Spendesk, qui sont vraiment les visiteurs top of the funnel, les prospects top of the funnel, peuvent être plus intéressés par obtenir un peu un état des lieux de leur situation en spend management actuelle, plutôt qu'une démo d'un produit qu'ils connaissent pas, dont ils n'ont jamais entendu parler. Donc, on avait plutôt misé sur l'accès un peu service consultatif. Euh, et donc, on a mis en place ce bouton qui menait à un formulaire qui était en somme très très similaire au formulaire de réserver une démo. C'est juste qu'on disait qu'à la fin, ils allaient obtenir un audit. L'audit se déroulait en fait avec un sales qui sont tout à fait experts et qui en fait posent plein de questions du type audit et qui à la fin donne toujours un petit livrable en disant voilà où vous en êtes, etc. Et alors cette expérimentation, ça a été intéressant parce que on a eu effectivement un taux de conversion beaucoup plus élevé. Mhm. Donc là pour le coup 30% de plus. On l'avait fait que sur le marché UK, 30% de plus que le réservé une démo. Mais quand on allait parler aux sales, en fait, eux, les prospects n'avaient pas forcément fait la différence. Ils avaient complètement oublié qu'ils avaient sign up pour un audit. Donc, Ouais. il n'y avait pas, en fait, il y avait pas de vrai changement plus bas dans le funnel sur, avec ce changement. Et en fait, du coup, la conclusion qu'on en a tirée, c'est que peut-être que c'est quelque chose qui est trop top of the funnel, en fait, cet audit, et Ouais. que ça servait à rien d'impliquer les sales, parce que du coup, on avait fait toute une petite formation avec les sales pour leur dire, donner cette approche consultative où vraiment vous dites que voilà, vous faites un petit audit, etc. Euh, et ça nous a donné l'idée de faire une deuxième expérience où là, en fait, on proposait cet audit, mais en self-served, donc via un typeform sur le site. Et là, en fait, l'idée, c'est de générer des leads qui sont pas aussi chauds que des leads qui viendraient réserver une démo, mais qui se qualifient parce qu'ils répondent à plein de questions Ouais. très intéressantes sur l'état de leur spend management et qu'on va nourrir et qui peut-être, enfin sûrement deviendront des leads plus chauds. Et donc, cette deuxième expérimentation, on l'a lancée en juin et là, on a des résultats maintenant qui sont vraiment intéressants. On a notamment, enfin, un truc dont je suis assez contente, un taux de conversion de lead à MQL qui est à 22%. Ouais. Ok. Donc ça, bon, j'avais jamais fait cette expérience-là avant, donc j'avais pas de vrai benchmark, mais je trouve que c'est quand même plutôt un beau chiffre. Et en moyenne, le taux de complétion de l'audit est de 16%.
Donc là aussi sur des gens qui nous connaissent pas forcément, des prospects, voilà Ouais, qui laisse des données quand même, ouais, du coup. ouais. Donc on est assez content de cette expérimentation. Donc voilà, de un peu d'un fail, on a tiré un autre, C'est devenu un outil de lead gen, quoi, au final. voilà, exactement. Et là, pour l'instant, on le laisse sur le site et l'idée, c'est de le laisser vivre, quoi. Très cool. Écoute, c'est vachement intéressant, du coup, c'est effectivement ces différentes expériences. Et puis comme tu dis, au final, t'apprends autant dans la réussite, dans la validation de l'hypothèse que dans l'échec, Ouais. quoi, du coup. Enfin, on parle d'échec. L'échec de l'expérience, de l'expérimentation, sans que ce soit un échec de l'avoir mené, quoi. Très cool. Donc ça, c'était un petit peu les retours sur le passé. Moi, j'aime bien toujours terminer aussi les épisodes parce qu'on parle de bonnes pratiques, de comment ça marche, de qu'est-ce qu'on fait et tout, même si du coup, t'as parlé de trucs qui n'ont pas marché. Mais on a aussi des choses qui sont plus compliquées au quotidien. C'est quoi tes challenges du moment un petit peu? Ouais, on en a plusieurs des challenges. Je dirais que le challenge principal, en fait, de l'équipe, web, c'est que notre temps est un peu organisé entre 2 grands types de projets. Il y a les projets qui sont prioritaires parce que c'est des projets de conversion. Donc là, il y a, par exemple, le projet de refonte de site web sur lequel on a travaillé, là, surtout 2024, c'était aussi l'objectif, bien sûr, c'était d'augmenter, le standard de taux de conversion Hmm. sur le site web. On n'a pas encore les résultats, mais on veille, au grain. Donc voilà, les projets de type conversion, ça c'est un type de projet. Et il y a les projets plus pour la santé technique du site, comme Ouais. par exemple la migration vers d'autres outils. Moi, juste avant que j'arrive chez Spendesk, on venait de faire une migration de CMS, Ouais. donc de Content Management System. Donc ça, c'est un énorme, pour un site web, c'est vraiment un énorme projet, mais de fond, où en fait les autres équipes voient pas du tout la différence. Donc c'est toujours, faut arriver à expliquer, voilà, en fait, on fait ça parce que c'est hyper important pour la santé technique et puis pour après pouvoir gérer ce site web au quotidien. Mais je dirais que voilà, la gestion entre ces deux, enfin, de la roadmap entre ces deux types de projets, c'est toujours un challenge parce qu'il y a toujours un qui prend beaucoup plus de place que l'autre. Donc ça, voilà, ça c'en est C'est un un. peu comme une équipe produit où tu as ces sujets de nouvelles fonctionnalités Voilà. par rapport à la dette technique que tu peux accumuler et qu'il faut Ouais, réduire à certains moments. ouais, exactement. Et qui Et puis il y a apporte les rien projets. au produit entre guillemets de visible, quoi. Oui, c'est ça, exactement. Mm. C'est que la conversion, c'est quand même visible. On peut l'expliquer. Ouais. Les projets techniques, c'est un peu un iceberg, quoi. C'est-à-dire qu'ils voient un petit truc qui dépasse, mais en fait, derrière, c'est juste tellement de travail. Donc ça, c'est toujours, faut arriver à bien l'expliquer. Mm. Je dirais aussi que maintenir une roadmap de tests et d'expérimentation un peu sur le long terme, toujours bien fourni avec des expérimentations qui tournent, etc. Ça aussi, c'est un challenge parce qu'il y a toujours des nouveaux projets qui arrivent et qui un peu nous sortent de ça. Et puis un challenge plus personnel, je dirais, c'est que en tant que website manager, moi j'ai des interlocuteurs qui sont très différents dans l'entreprise, avec des expertises qui sont très différentes et je me dois un peu d'être la traductrice officielle du site web Ouais. auprès de ces gens avec voilà, des expertises et des bagages différents. Et donc ça, parfois, c'est aussi un challenge parce que c'est à moi justement d'expliquer bien de la meilleure façon possible ce sur quoi on travaille et pourquoi c'est intéressant de collaborer, etc. Ok, ouais, effectivement, c'est de toute façon ces sujets un peu inter-équipe de valorisation aussi du travail et tout, c'est quand même enfin Ouais, dans tous les métiers, surtout dans le marketing au final quand même où t'as quand même beaucoup de dépendance aussi par rapport aux ouais. autres services, c'est intéressant. Top, bah écoute, merci pour tout ça. Si tu devais un petit peu, j'allais dire pour conclure l'épisode, mettre une chose en avant, un truc à retenir un petit peu de ce qu'on s'est dit par rapport à ce sujet Ouais. d'optimisation du site web, c'est quoi le conseil que tu retiendrais? Ah, il y en a plusieurs. Il y en a plusieurs. Je pense que le premier, c'est de vraiment bien garder en tête que l'expérimentation, c'est pas juste l'A/B test comme voilà, Ouais. on peut faire ce raccourci très facilement. Les A/B tests, c'est pas toujours la bonne méthode. Pour plein de cas, c'est pas du tout forcément le type de test qu'il faut faire. Et il y a plein de façons d'optimiser le taux de conversion. Et je serais ravie d'en parler avec qui veut, parce que voilà, moi c'est un sujet que je trouve vraiment intéressant. Il y a une autre chose dont on n'a pas forcément beaucoup parlé, mais il me semble que dans la communauté, tu avais envoyé un white paper ou un e-book sur le sujet, sur le nombre de touchpoints Ouais. nécessaires à la conversion. Mm. Je me souviens quand je l'avais parcouru avoir été vraiment choquée
du nombre de, je sais plus, je crois que ça relevait de centaines de Ouais, touchpoints pour c'était arriver aux centaines, ouais. opportunités et aux close deals. Et en fait, je trouve que ça fait vraiment aussi relativiser voilà, ce métier d'optimisation du taux de conversion. La conversion, elle vient pas seule, elle vient, voilà, elle se fait parce que le prospect a eu un ensemble de contacts avec la marque qui se passe entre. Enfin, le site web, bien sûr, est un point hyper important. Parce qu'il y a plein de touchpoints différents sur le site web, mais le moindre email, le moindre appel de sales joue aussi énormément. Et donc, je pense qu'il faut aussi toujours essayer de prendre du recul, notamment sur tout ce qui est réflexion sur les modèles d'attribution, attribution des budgets, etc. Mm. À cause de ça, en fait, c'est qu'il y a une multitude de raisons pour lesquelles un prospect va décider de convertir à un instant T. Et après, peut-être un autre point important et sur lequel voilà, moi j'essaye de travailler, mais c'est un challenge, c'est d'arriver à tester des nouvelles choses continuellement. Donc voilà, essayer de garder une continuité sur cette roadmap de test en incluant toujours le plus possible les autres équipes pour avoir un impact sur le revenu en fait. Et une équipe web qui fait les choses un petit peu dans son coin, je Ouais. pense, pourra pas aller très loin en CRO. Parce que tout simplement, je pense qu'on se cantonne trop au haut du funnel quand on fait des choses comme ça. Alors que si on va vers les sales ou peut-être même jusqu'à aller faire des choses avec les CSM, parce qu'il y a aussi des opportunités d'ailleurs cross-sell sur le Mm. site web. Je viens de m'en rendre compte. Là, on est en train de faire une autre expérimentation où je réalise qu'en fait, les customers qui sont en process d'upsell viennent sur le site aussi pour faire des choses. Ouais. Donc je pense qu'il ne faut pas oublier les autres équipes et que même si c'est des tests qui sont plus lourds, qui mettent plus de temps, qui sont forcément un petit peu plus politiques, à la fin, je pense qu'on a plus d'impact. Très cool. Écoute, c'est une belle conclusion, effectivement. Et comme tu l'as dit, c'est quand on prend cette multitude de touchpoints, effectivement, ça rentre à différents niveaux dans les parcours d'achat. Et t'as aussi, effectivement, l'upsell, le cross-sell. T'as des clients existants qui reviennent et donc toutes les équipes peuvent avoir des insights intéressants. Très cool. Écoute, si jamais il y a des petites questions pour toi, on peut te trouver quelque part. Oui, bien sûr, sur LinkedIn. Évidemment, évidemment. Je pose toujours la question alors que la réponse est tout le temps la même. Ouais, Mais je fais le je me naïf. disais, est-ce qu'il y a un Euh, réseau sur lequel il faudrait que je sois? Ouais, Non, 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 LinkedIn. non, LinkedIn, c'est bien, effectivement. Tout le monde répond ça. Très cool. Bah écoute, encore une fois, merci beaucoup, Cécile, pour ton partage d'expérience et toutes ces infos. C'était super intéressant. Et donc, je te souhaite maintenant une bonne journée. Merci à toi, Axel, c'était vraiment super intéressant. À tous ceux qui ont tenu jusqu'ici, déjà, merci beaucoup. Et j'imagine que le sujet vous a plu. Donc n'hésitez pas à envoyer de bonnes ondes à notre invité. Pour ceux qui le souhaitent, le meilleur moyen de soutenir le podcast, ça reste d'en parler autour de vous et de laisser 5 étoiles sur ta plateforme d'écoute préférée. Je compte sur toi. Dans tous les cas, à bientôt pour un prochain rendez-vous au Café du Market.